Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner jusqu'à 21h, Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir à Hélène Rouet. Bonsoir Pierre. Journaliste au JDD. Bonsoir Cédric Chelleret-Durieux. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre de Malte France avec ce texte qui revient à l'Assemblée nationale sous deux volets, puisque, rappelons-le, c'était la volonté du Premier ministre de l'époque, François Bayrou, de diviser ce texte sur la fin de vie en deux textes. D'abord, les soins palliatifs, sur lequel, il faut le dire, députés et sénateurs sont plus ou moins d'accord. Et puis, c'est l'autre texte sur la fin de vie, sur l'accès, sur l'euthanasie, appelons aussi cela comme ça, puisque ça revient à cela, sur lequel le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord, le Sénat ayant enlevé le cœur du texte sur l'accès à l'euthanasie, et déjà en commission, j'allais dire, les députés ayant remis cet accès à l'euthanasie. C'est ça, Cédric Durieux, qui vous pose un problème. Problème pourquoi ? Puisque vous êtes à la tête de plusieurs établissements hospitaliers qui vont devoir faire un choix à un moment donné. Oui, c'est exactement ça. Comme vous le dites, personne ne veut souffrir dans ce pays et tout le monde est d'accord pour le développement des soins palliatifs. Personne ne veut le souffrir, moi le premier, je ne veux pas souffrir. Le seul problème aujourd'hui, c'est que cet accès aux soins palliatifs, il est privé à nombreux de nos concitoyens. Vous avez 50% des demandes en France qui ne sont pas pourvues. Vous avez plus d'une vingtaine de départements où il n'y a aucune unité de soins palliatifs. Donc aujourd'hui, vous n'offrez pas une alternative aux Français dans ces départements. Vous leur offrez juste un pistolet chargé sur leur table de chevet. Ils ont le choix entre souffrir ou se suicider. Mais ce texte sur la fin de vie, et dont un volet important est sur les soins palliatifs, devrait améliorer les choses, selon vous ? Il y a deux textes. Celui sur les soins palliatifs, tout le monde est d'accord, il a été voté au Sénat, tout le monde est d'accord sur ce texte-là. Mais c'est l'absence de consensus. Quand on voit les lois Leonetti, la première loi Leonetti, elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu la loi Leonetti-Claes qui autorisait la sédation profonde et continue. Et là, on voit qu'il y a quand même une division entre les Français et que de nombreuses oppositions se font jour. Vous avez d'abord l'Assemblée nationale en première lecture qui ne l'a voté qu'avec 52% des députés, le Sénat qui rejette le texte, et des grandes voix quand même qui, ne serait-ce que la semaine dernière ou ce week-end encore, se sont opposées à cette réforme. J'entendais Michel Houellebecq tout à l'heure qui disait chez vos confrères, c'est une rupture de civilisation qui va se jouer. C'est effectivement pas une simple réforme technique. Le Conseil de l'Ordre des médecins, Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, l'a encore dit également, c'est plus que ça, c'est la remise en cause de la notion de soin, la remise en cause de notre pacte social et la remise en cause de la notion de dignité. Et je vais le dire, comme je l'ai pu l'écrire dans une tribune dans le Journal du Dimanche, et Jean-Marc Sauvé se trouve qu'il a dit la même chose ce week-end dans Le Point, cette réforme est contraire en tout point à la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. La liberté, je vous l'ai dit, il n'y a pas de liberté aujourd'hui. Alors on pourra mettre des milliards sur la table, mais il faudra des années et des années pour former les praticiens, pour former les médecins. Vous aviez le CHU de Montpellier, là encore dans Le Point, il y a un mois, qui disait « mais nous, on n'a pas les moyens déjà pour faire le boulot qui est le nôtre. On ne nous donne pas l'argent, on n'a pas les moyens pour faire correctement notre métier. » Ça, c'est sur la scène. Ça, c'est les soins palliatifs. Ça, mais c'est les sur soins l'aide à palliatifs. mourir, vous qui gérez des établissements qui sont, il faut le dire, l'Ordre de Malte, ce sont des établissements avec une obédience catholique, donc avec aussi une forme de croyance derrière. Que vont dire les personnes qui sont à la tête de ces hôpitaux quand on va leur dire, en fait, à partir d'aujourd'hui, vous devez faire en sorte que pour certains patients qui veulent partir, qui veulent aider ou se faire aider pour partir dans l'au-delà, il va falloir le faire. Alors c'est plus que, j'allais vous dire, le problème il n'est même pas catho. Vous avez le Conseil de l'Ordre des médecins. Problème civilisationnel. Le Conseil de l'Ordre des médecins, ça remonte à la Grèce antique, le serment d'Hippocrate. Le fait de tuer quelqu'un ne sera jamais un soin. Jamais. Donc voilà, on peut tourner dans tous les sens en tournant les mots, etc. Ça ne sera jamais un soin. D'ailleurs, le 10 février, le Conseil de l'Ordre des médecins a réécrit à tous les députés en disant attention, ça ne peut pas être un soin. Et vous devez développer d'abord les soins palliatifs avant de mettre ça. Et si jamais vous ne le faites pas, offrir une clause de conscience. Ça, c'est la première chose. Mais vous avez d'autres. Jean-Marc Sauvé, j'allais dire, qui est exactement sur cette même thématique. On voit aujourd'hui, quand les gens rentrent en soins palliatifs, ils sont 3% à demander à avoir recours à l'euthanasie. Et après 7 jours de soins palliatifs, ils ne sont plus que 0,3% à maintenir cette demande. Donc on voit bien quand même que les soins palliatifs, ça fonctionne. Et je vous ai évoqué la liberté, la rupture par rapport à la liberté.
prenons la rupture par rapport à l'égalité en tant que telle. Qui va être là-dedans le dindon de la farce? Ce sont les pauvres. Le professeur Leonetti, cet ancien ministre, il dit quoi? Moi, quand je suis à Jouan-les-Pins, si il m'arrive un problème de santé, je serai face à la mer, j'ai une mutuelle, j'aurai de l'aide qui va venir, et derrière, je pourrai finir ma vie tranquillement, aimé, entouré. Aimer, c'est le terme principal. Et de l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez une pression insidieuse qui va être mise sur les pauvres en particulier, qui eux vont être poussés à quoi? Se dire, je deviens un poids pour mon entourage. Un poids économique. Économique. Dans des établissements, vous avez la facturation de l'établissement, ensuite vous avez ce que prennent les pouvoirs publics, et le différentiel, si vous n'avez pas de mutuelle, il est sur votre poche. Et si vous ne pouvez pas le payer, c'est vos héritiers qui le payent sur les successions. Est-ce que vous seriez en train de dire que derrière cette loi, en tout cas cette volonté de certains responsables politiques, en l'occurrence des députés, il y a un critère économique de supprimer des gens parce que ça coûte trop cher? Je le dis, oui, et je l'affirme, je pense sincèrement qu'il y a un arrière-pensée économique à ce texte. Pourquoi ? Vous avez la courbe des baby boomers qui arrive. Il n'y a plus de médecins, vous avez des déserts médicaux déjà en France. D'accord ? Vous n'avez pas les soins palliatifs, vous n'allez pas les développer comme ça du jour au lendemain. On le voit bien, ça va prendre c'est contraignant, des années, ça coûte cher. Voilà, des années et des années à développer. Donc ça va régler une partie du problème. Et c'est pas une petite partie du problème. Au Canada, c'est 1 décès sur 20. Si vous prenez aux 640 000 morts qu'il y a en France, ça va représenter entre 30 000 et 50 000 personnes. Et nous, alors de Malte, en dehors de toute notion catho, mais c'est à peu près, c'est dans une tribune, on a écrit ça avec des associations catholiques, non confessionnelles, etc., mais qui sont toutes non lucratives. Ce que nous disons, c'est que derrière ce texte, c'est aussi cette rupture sociologique qui est en train de se faire. C'est qu'est-ce que l'on veut faire pour assister les pauvres et les malades? Est-ce que la richesse d'une société ne se mesure pas à l'attention qu'elle porte aux plus petits d'entre nous? Et là, aujourd'hui, on inverse totalement ce rapport de valeur. Une question pour vous d'Hélène Rouet, sachant que vous ne m'avez pas répondu sur la question de savoir que vont faire vos personnels, les personnels hospitaliers de l'Ordre de Malte, quand on va leur dire, écoutez, là, il y a un médecin qui va venir, il est là mandaté par le patient et il va falloir le supprimer. Bon, Hélène Rouet. Alors, ceux qui défendent le texte mettent en avant beaucoup de garde-fous. Est-ce que vous estimez, vous, que les dérives sont impossibles, si vous voulez, à stopper? Et par ailleurs, j'ai une autre question qui va aussi là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays? Vous avez évoqué rapidement le Canada, en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays, et justement, qui pourrait justifier le fait qu'en fait, les garde-fous ne servent en réalité à rien et qu'il y aura toujours des dérives? Alors, je veux dire, je ne pense pas que le texte est des garde-fous. Déjà, dans la définition de la personne éligible, le texte est flou. Vous parlez de patients en phase terminale, ça tout le monde comprend, d'accord? Et là, je vais encore en rappeler à Jean-Marc Sauvé, quand même vice-président du Conseil d'État pendant des années. Je ne pense pas qu'on puisse l'accuser de ne pas savoir ce que c'est qu'une loi ou un texte de droit. Mais derrière, vous avez aussi la phase avancée. Alors c'est quoi ça, une phase avancée? En France, on estime qu'avec les affections longue durée, c'est grosso modo 1 million de personnes qui potentiellement peuvent être éligibles à ce texte. Donc déjà, le texte, il est flou en lui-même. Et ensuite, derrière... Ça veut dire aussi potentiellement qu'on peut supprimer du jour au lendemain 1 million de personnes. Non, parce qu'il faudra quand même l'expression... Enfin, il y a quand même un minimum de contrôle qui se... Non, je grossis le trait. Oui, mais voyons bien que si... on sait très bien que, par exemple, je crois que c'est en Belgique, où le critère a été au début... Les mineurs. Voilà, et puis maintenant c'est en train de s'agrandir. Une fois que vous avez mis le pied dans la porte... mais ça c'est le problème de toute réforme sociétale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous ouvrez la boîte de Pandore, vous ne savez plus comment la refermer. Donc déjà, le texte de base, c'est un des textes les plus permissifs au monde. Permissifs au monde. Et on le voit dans les expériences, qu'elles soient belges ou qu'elles soient canadiennes, ce texte, d'année en année, il augmente. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la douleur, une souffrance insoutenable, ou le temps qui reste à vivre? Comment on va maîtriser ça? Comment on va mesurer ça? Oui, tout le monde comprend. Une phase terminale, moi, quand je vous dis personne ne veut souffrir... Mais c'est surtout qu'on essaye de mettre un cas général sur plein de cas particuliers. Oui, mais ça, c'est pas le rôle du législateur, ça. Le législateur, il est là pour légiférer sur la généralité. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Et pas sur les cas particuliers. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce que vous voulez faire une loi qui s'applique à tout le monde sur des cas extrêmement particuliers? Mais ma question est, comment est-ce que vous, dans les hôpitaux, vous allez réagir? Est-ce que vous allez fermer boutique? Pardonnez-moi. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans les hôpitaux de l'Ordre de Malte? Je ne sais pas que les hôpitaux de l'Ordre de Malte. Prenons toute la filière non lucrative, d'accord? Cette tribune qu'on a signée dans le Figaro au moment du texte au Sénat, qui dit attention,
attention, messieurs les législateurs, parce que derrière cette rupture anthropologique, vous touchez à la fraternité, qui est le troisième point de notre devise républicaine. Cette fraternité, c'est quoi? Nous, à l'Ordre de Malte, nous aidons des pauvres et des malades. J'ai des établissements Et ça, vous qui l'avez sont dit. 100%... Mais vous m'avez toujours pas répondu. Vous allez fermer? Attendez, 100% à l'aide sociale. Le combat, il continue déjà là. Le Sénat, en première lecture, lors du vote des articles, article par article, a reconnu une liberté de conscience pour les établissements. Le texte ensuite a été rejeté parce que c'était des alliances de contraires, mais nous militons pour ça. Ce texte, quand je vous disais qu'il était l'un des plus permissifs, il est aussi un des plus coercitifs. Enfin, quand même, vous voyez quelqu'un qui est sur un pont qui veut se jeter, si vous n'allez pas l'aider, vous encourez 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. C'est toute la prévention du suicide dans notre pays. Et de l'autre côté, vous légiférez pour accepter le suicide et faire en sorte que si jamais vous refusez de mettre en œuvre ce suicide, vous encourez 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Enfin, on marche sur la tête quand même. Là-dessus, Olivier Falorni du groupe Modem dit que le terme d'euthanasie a été souillé par l'histoire, par l'usage qu'en a fait le terme nazi et celui de suicide assisté, introduit une confusion entre le combat que nous devons mener en faveur de la prévention du suicide. Non mais Monsieur Falorni, avec tout le respect que je lui dois, c'est le texte de sa vie, d'accord ? C'est le texte du président de la République qui lui permettra peut-être d'avoir un texte 149.3 pour une fois, et c'est aussi pourquoi pousse Madame Braun-Pivet. Enfin, quand même, le Sénat refuse le texte. Ça repart à l'Assemblée, il y a 2 jours. C'est le système. Non mais il y a 2 jours seulement de commission. On voit bien, ce texte, il nécessite quand même du consensus. Alors je vais répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? D'abord, on va continuer de faire ce travail de pédagogie, et on voit bien que c'est pas qu'un problème de catho, pas catho. Vous voyez, quand vous avez l'ordre des médecins qui monte à la charge, quand vous avez des grands noms comme Monsieur Sauvé, comme Monsieur Juvin ou autres, qui ont une vraie légitimité sur le sujet, vous pouvez dire, à un moment donné, on va peut-être pouvoir réussir là-dessus. Et puis si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? On sera confronté à ce délit d'entrave. Et si on n'y arrive pas, toujours pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera le lucratif qui viendra remplacer le non lucratif. Et les pauvres, on en aura encore rien à faire, encore plus qu'avant, puisque nous ne pourrons pas continuer dans cette logique-là. Enfin, notre logique, nous, c'est d'aimer les gens dans leur petitesse jusqu'au bout et de leur offrir ce que la maison a de meilleur malgré tout ce qu'ils ont. Et je peux vous assurer aujourd'hui que ça crée énormément d'émoi. Merci beaucoup Cédric Chaleret-Durieux d'avoir été avec nous, président de l'Ordre de Malte France.